Après ces 2 jours de repos, de retour à son travail, il remarque que tout le monde semblait fatigué. La raison était la suivante. Depuis peu, des événements anormaux se produisent. Les trous superposés à d'autres trous noirs ont augmenté. En conséquence, l'équipe d'intervention devait travailler encore plus dur. Cela s'applique à Warim, les forces spéciales de la police, ex-Curassi et aux autres groupes militaires privés. C'est ce qui explique pourquoi les membres de son équipe étaient si fatigués. Mais il y avait une autre raison, l'immortalisme Mayoun. L'ancien directeur Mayoun s'est échappé. Le convoi chargé de le transporter a été attaqué par un groupe armé et en plus de ça, un trou noir était apparu à l'endroit où se trouvait le véhicule. Le temps qu'une équipe soit déployée, il avait pris la fuite. Sur lui, on lui avait installé tout type de détecteurs et on lui avait donné une grande quantité de calmants. Malgré cela, il a réussi à prendre la fuite. Le fait qu'il ait pu se libérer rapidement prouve qu'une personne l'avait aidé. Et il était fort probable que ce complice soit un membre de Prométhée. Durant ce temps, ses collègues avaient passé leur nuit à chercher des indices. Alors, arrivé au travail, Panda lui demande « Qu'est-ce que cela fait de dormir tranquillement alors que les autres travaillent ?» Heureusement qu'il y avait une bonne nouvelle. Il a ajouté ses exploits durant sa mission avec l'équipe d'exploration numéro 4 aux résultats de leur équipe. En faisant ça et en faisant un peu attention, il a constaté qu'il avait dépassé leur performance annuelle. Alors il s'adresse au chef. A-t-il entendu ce que venait de dire Panda? Il a fait 1 an de performance. Et alors? Eh bien, 1 an, c'est incroyable. Panda lui demande d'arrêter. Pourquoi devrait-il arrêter alors qu'il a fait 1 an de performance à lui tout seul? Est-ce qu'il veut qu'il lui cire les pompes? Si c'est lui qui le demande si gentiment, il ne va pas refuser. Jong-A est venu le voir pour lui donner un mot qu'on lui a demandé de transmettre. Mayoun avait marqué qu'il se souviendrait de lui. Après avoir reçu ce mot, il demande « Est-ce un repris de justice ?» Alors qu'il discutait avec Jong-A, il entend ses collègues parler avec colère, disant que c'était un stalker, un criminel. Mayoun était une ordure. Mais alors pourquoi était-il si remonté? Ils sont comme ça parce que c'est l'équipe numéro 2 qui devait assurer la garde ce jour-là. Et cet incident allait complètement fausser les performances annuelles de leur équipe. Panda lui demande s'il va mieux avec tout ce qui s'est passé dans l'autre monde. Pour lui, tout allait bien. À ce rythme, il risque d'être promu dans l'année. Dans ce cas-là, s'ils se trouvent au même poste que lui, pourront-ils se tutoyer? Panda refuse. Aujourd'hui, ils vont manger de la viande et c'est lui qui invite. Car avant de venir, il avait touché 35 000 € de prime. Le chef le prévient. Si ce n'est pas du bœuf de première qualité, il n'y touchera pas. Bien sûr, il lui sera servi la meilleure partie de l'animal. Quelque temps plus tard, il a rencontré le père de Marie. Enfin, celui qu'on pense être son père. Ce dernier lui a demandé si sa fille allait bien. Il allait rester avec lui, mais il devait se tenir à carreau. Sur lui, on avait installé 35 émetteurs et des électrodes qui s'auto-activent avec un mot-clé. Arrivé, il lui demande d'attendre un instant, car il allait devoir rentrer à l'intérieur en premier. Et arrivé devant sa mère, il fait le timide, car le moindre faux pas, il est mort. Il lui donne des cadeaux qui sont assez chers et informe que son fils est là. Sa mère ne réagit pas. L'instant suivant, il dépose des chaussures assez chères. À cet instant, elle l'a informé que cela faisait longtemps qu'elle ne l'avait pas vu. Il semble avoir perdu du poids. Il ne devrait pas oublier de prendre soin de lui et d'après ce qu'elle voit, il semble bien gagner sa vie. Eh bien, ce n'est rien, il avait reçu un généreux bonus. Marie s'incline devant lui pour le saluer. Elle avait beaucoup changé, alors il se demandait si elle était surdouée ou quelque chose du genre. Avec cette attitude, elle ne devrait plus être un danger pour le professeur. Lorsqu'il voit sa fille, il se jette sur elle. Mais dans cette situation, elle l'arrête dans son élan. Par la suite, lui demande qui est-il. Mais alors, vous me direz, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas sa fille? Oui, c'est pas vraiment sa fille en fait. Avant ça, Kwang-ik avait appelé sa mère et lui avait parlé du père de Marie. Enfin, du présumé père de Marie. D'après ce qu'il savait, il n'était pas son père biologique. Sa mère avait accepté d'organiser un rendez-vous. À la base, elle pensait qu'elle n'avait pas de famille et voulait l'éduquer pour qu'elle soit une personne normale. Par la suite, la laisser vivre sa propre vie. Mais avant de la laisser vivre une vie normale, elle avait décidé de l'entraîner afin qu'aucune personne ne puisse lui faire de mal. Depuis lors, elle peut soulever des charges hors normes. Après son entraînement, elle a voulu parler avec elle et lui avait fait savoir qu'elle avait un père. Est-ce qu'elle s'en souvenait? Mais elle ne se rappelait de rien. Alors elle lui a demandé si elle voulait rencontrer sa mère ou son
son père. Elle ne se souvenait ni de ses parents, ni de ce qui s'était passé dans le laboratoire. Et durant ces discussions, elle avait formulé qu'une seule demande. Elle lui avait dit qu'elle aimait passer du temps avec elle et n'avait aucune envie de repartir. Alors elle lui avait dit qu'elle comprenait parfaitement, mais son père avait dit vouloir la rencontrer. Elle a donc voulu savoir si c'était son père biologique. Elle ne le pensait pas. Dans ce cas, elle lui a demandé qu'est-ce qui faisait de lui son père. Voilà pourquoi elle l'a rejeté et durant cette rencontre, elle a voulu lui poser quelques questions. D'après ce qu'elle a entendu, il n'est pas son père biologique. Si ce n'est pas lui qui lui a donné naissance, cela veut dire qu'il l'a enlevé. Mais ce n'était pas une certitude. Et la seule chose qu'elle se souvenait, c'est elle dans une cage. S'il n'est ni son géniteur, ni celui qui l'a élevé, alors en quoi est-il son père? Elle avait aussi compris qu'il était un scientifique. Il a travaillé dans le laboratoire dont elle est issue. Mais cela ne fait pas de lui son père. Après lui avoir dit tout cela, elle s'est inclinée devant Monsieur Park et lui a remercié pour tout. Il était complètement perdu. Suite à ça, il a demandé à Kwang-ik de bien prendre soin d'elle. Un homme est arrivé quelques instants plus tard et a dit à Kwang-ik que s'il posait problème, il pouvait s'en débarrasser. Kwang-ik savait que le secrétaire du président l'avait suivi car après tout, le professeur Park est un personnage qui pourrait devenir problématique et il serait bien trop risqué de le laisser avec lui. Avant de partir, le secrétaire du président avait voulu lui poser une question. Que faisait sa mère dans la vie? Comment a-t-elle pu dompter la forme animale résidant dans cette fille? Il ne pouvait pas vraiment lui dire que sa mère était une métamorphe. Alors il lui a dit qu'elle était une beauté athlétique qui change d'apparence. En cas de danger, il lui arrive de se changer en fée. Ce qui l'a perturbée, en fait, elle avait pourtant l'air d'avoir au moins 40 ans. Eh bien, l'âge n'était qu'un chiffre. Suite à ça, il est parti voir son père. Durant leur discussion, son père lui a demandé comment se passait son travail. Sa réponse a été qu'il s'amusait assez bien et il a réussi à s'adapter. Pourquoi il demande alors qu'il sait où il travaillait? Eh bien, il savait qu'il travaillait dans une équipe des forces spéciales des Immortels, mais il ne savait pas exactement ce qu'il y faisait. Chaque organisation de l'entreprise avait son fonctionnement. Cela veut dire qu'il ne fait pas partie des forces spéciales. Il a vu juste. Il se rappelle toujours de son objectif. En primaire, il lui avait dit qu'il voulait être pompier, puis policier. L'année suivante, garde du corps. Et celle d'après militaire. On penserait que son but changeait tout le temps, mais il savait que son but était le même. Il savait que son fils voulait faire face aux envahisseurs. Alors il dit à son fils que s'il avait voulu mener une vie normale, il ne l'aurait jamais envoyé chez Warren. Mais étant donné que c'est une chose qu'il voulait absolument faire, il s'est dit que le mieux était de l'envoyer dans un endroit qu'il connaît. Il pouvait sentir l'inquiétude dans la voix de son père. Mais son père lui dit qu'il est assez curieux de savoir ce qu'il a appris durant tout ce temps chez Warren. Et pour cela, il aimerait le tester pour voir ce dont il était capable. Il a activé l'altération des sens, l'effacement des sens et flottement. Malgré toutes ses compétences, son père n'a fait que boire sa boisson. Et lorsqu'il était sur le point de l'atteindre, l'incompréhension s'est manifestée. Le doigt de son père était sur son front. À cet instant, il lui a dit qu'il devait arrêter de trop se concentrer, car alors qu'il est obstiné par la détection de présence, un papillon peut le toucher. Après avoir entendu ces mots, il avait compris que son père venait de lui apprendre une nouvelle compétence. La détection de présence n'est que la capacité d'anticiper ce qu'allait faire l'adversaire. S'il se concentre sur le vol du papillon, il peut voir et compter ses battements d'ailes. Mais par contre, s'il se concentre sur la guêpe qui se trouve derrière les papillons, alors les instincts seront dirigés vers la menace, ce qui fait qu'il ne verra pas les papillons qui survolent autour de lui alors qu'il pouvait sentir leur battement d'ailes. Son père lui a dit que cela est appelé la déformation de présence. C'est l'étape qui vient après le flottement. Après ça, il l'a félicité car il était assez fier de lui. Il savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre. Aujourd'hui, il a été assez surpris car son père a été très généreux en lui donnant les réponses. D'habitude, il le met sur la voie et lui dit de trouver les réponses par lui-même. D'un autre côté, sa mère s'inquiétait car elle pensait que son fils faisait quelque chose de dangereux.
dangereux. Quel genre de fonctionnaire recevrait des primes d'une telle somme? Ce qui a surpris son ami. Des primes, a-t-elle dit? Sans oublier le fait qu'il a ramené une enfant métamorphe d'un laboratoire. Depuis qu'il a ramené cet enfant, elle avait compris qu'il y avait quelque chose de bizarre dans tout ça. Mais alors, est-ce qu'il a mis les pieds dans le crime organisé? Et pour se camoufler, il dit être fonctionnaire? Pour elle, cela était impossible, car avec son talent, elle en aurait entendu parler. De plus, n'a-t-elle pas dit qu'il a été pistonné par son père? Eh bien, de ce côté-là, c'est la même chose. Elle sait qu'il travaille pour le gouvernement, mais elle s'inquiète quand même. Et si elle demandait à Oh Wang, demander à son frère, si elle fait ça, elle peut être sûre qu'il reviendra. Finalement, elle préfère ne pas le faire. Pour elle, cela ne devait pas être le crime organisé, car son fils était bien trop droit. C'est alors que Marie dit avoir fini l'échauffement. Elle savait que si Kwang Ik avait utilisé sa force de métamorphe à des fins criminelles, cela se serait. Mais elle préfère vérifier afin d'en être sûre. À ça, Kwang Ik a rencontré une amie. Et durant cette rencontre, il lui a demandé si elle était toujours aussi folle. Elle ne voit pas de quoi il parle. Cela fait si longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Ils devraient commencer par un baiser. Mais depuis quand ils s'embrassent? Ils peuvent commencer aujourd'hui. En y pensant, comment a-t-elle su qu'il était là? Elle a croisé sa belle-mère. Une belle-mère à son âge? Il semblerait bien que les gamines se marient jeunes de nos jours. Est-il stupide? Il parle de sa mère. Lui qui pensait qu'elle était juste mauvaise à l'école. Belle-mère ne s'utilise pas pour son voisin. S'il continue, il va la rendre folle. Alors qu'il répond honnêtement. A-t-il une petite amie? Il flirte avec quelqu'un à son boulot? Oui, tous les jours, il a une nouvelle petite amie. Et il a 2 flirts dans chaque équipe. Ce n'était pas totalement un mensonge, car Choi Minam l'avait invité à dîner. Et il paraît que Ki-nam, qui se fout de tout le monde, connaissait cette femme. Est-il en train de plaisanter? Il avait personne dans sa vie parce qu'il place la barre très haute. Dans ce cas, ça lui va, car son homme n'est pas quelqu'un de facile et qu'il n'avise pas à sortir avec qui que ce soit. Mais alors comment vont ses notes et son bac? Sa mère a tenté de la tuer et elle a dû fuir la maison pendant une semaine. Il éclate de rire et lui dit que ce qui compte c'est d'avoir participé et la santé avant tout. Au diable l'école. Mais par contre qu'elle ne dit à personne qu'il a été son professeur pour ne pas ruiner sa réputation. Après ça, elle est partie et Kwang Ik s'est permis de savourer le calme. Le lendemain au travail, il n'y avait personne. La raison c'est qu'il était venu de bonne heure. Il a rencontré Jong-ha qui constate qu'il était matinal. Panda était en train de profiter de son jeu et le chef n'était pas encore arrivé. Quelque temps plus tard arrivera le chef qui leur demande ce qu'ils font tous là de bonne heure. Il ne paie pas l'excès de zèle. À son arrivée, leurs regards se sont croisés. Pendant un instant, un silence s'est installé. Et puis l'instant suivant, il a voulu l'attaquer. Pour une fois, il a réussi à surprendre le chef Lee. Panda et Jong-ha ne pouvaient y croire. C'est alors qu'on l'entend dire « Putain d'enfoiré de mes deux ». Panda lui dit de courir. Et en même temps, on entendait le chef éclater de rire en fouillant dans son bureau. Il sort une lame et lui dit « Petite merde, il veut crever, c'est ça ?» Qu'il s'approche, il allait arranger tout ça. Avant même qu'ils aient eu le temps de se servir un café matinal, que les problèmes avaient commencé. Depuis qu'il a appris la compétence déformation de présence enseignée par son père, tout a changé. Il a commencé à faire chier tout le monde. Même son ami Gui Taye n'y a pas échappé. Pensant que tout cela était étrange, il lui a demandé s'il était tombé lui aussi sous le charme de Miho. Et est-ce qu'il était en train d'essayer d'éliminer la concurrence? Il n'était pas intéressé par elle. Il a aussi joué à cache-cache avec le chef Lee. Et il a même eu le temps de lire des webtoons. Tout se passait bien jusqu'au moment où un homme est venu le voir. Avec l'autorisation du président, il est venu pour le mobiliser. Le chef informe que ce morveux n'est pas une propriété publique et qu'ils arrêtent de venir lui prendre son gamin. Suite à ça, en très peu de temps, il s'est retrouvé dans une salle où on l'attendait. Dans cette salle se trouvait une femme qui l'observait de façon étrange. Après l'avoir vue, il a remarqué que c'était une immortelle de sang pur et elle possède la même beauté que son ami Ki-nam. Voir le chef Lee. Il se présente comme étant Park Pil-ro et il est accompagné du jeune employé de première classe Kwang Ik de l'équipe de sécurité numéro 3. Kwang Ik lui demande de ne pas tomber sous son charme car il avait brisé assez de cœur. Elle n'avait pas été prévenue sur le fait qu'elle devait faire équipe avec un détraqué. Il semble qu'elle possède le même caractère que Ki-nam. Alors il lui tend la main pour faire connaissance. Mais on dirait bien qu'elle le prend de haut. Cette femme lui tapait sur le système. Il a donc utilisé la déformation de présence. Sauf que lorsqu'elle a retiré sa main, il avait senti comme si on venait de lui couper la tête. Il ne pouvait pas se retenir. Alors il a décidé de l'attaquer. Mais Park Pil-ro est intervenu pour les arrêter. Ils sont dans les bureaux des forces spéciales des Immortels. Sont-ils certains de vouloir créer des ennuis dans ces lieux?
Elle n'a fait que répondre à ses attaques. Pilro l'interpelle. Est-ce son comportement habituel? C'est elle qui avait commencé. Est-ce que tout est permis aux membres de famille pure? Il savait très bien que cela venait d'elle. Mais continuer ainsi ne serait pas une bonne chose. Alors il lui demande de rester professionnel. Kwang Ik a accepté. Après ça, il l'a présentée à nouveau. Et en même temps, il a appris le nom de cette femme. Elle porte le nom de Eong Sura. Elle vient d'une famille de sang pur. Ils arrêtent les querelles. Eh bien, ils ne le font pas. Il ne serait pas un adulte s'il répond à ces conneries. Durant le briefing, Park Pilro a informé qu'ils avaient perdu le contact avec l'un des membres de leur équipe. Il était en cours d'infiltration sur l'île de Jeju. Un agent avait été infiltré pour aller récupérer un sang pur qui avait été enlevé. Dans ces lieux se trouve une installation soupçonnée d'être une zone d'expérience humaine qui se fait passer pour une entreprise ordinaire. Le nom de code sera Adel et la mission est intitulée Sauvetage d'Adel. Quant à leur objectif, il inclut également le sauvetage du sang pur. Le briefing étant terminé, on leur demande d'aller s'armer. Mais ce Shim allait devoir accompagner Kwang Ik et Mademoiselle Jang devait rester un instant. En voyant cela, il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette mission. Normalement, un sang pur ne devrait pas créer de problème dans ces lieux, car entre leur famille et le gouvernement, il y a un pacte de non-agression. Alors quelques temps plus tard, il a demandé à son ami si tous les sangs purs étaient bizarres. Mais comment se fait-il qu'il ne savait rien? Son père ne lui a rien dit. De toutes les familles de sang pur immortels, seules 2 familles perdurent. L'une d'entre elles est justement connue pour être extrêmement sensible. Et cela est pareil à l'étranger. Les sangs purs restent entre eux. En échange de leur pouvoir, l'Old Force s'est engagé à leur donner des avantages. Ils sont exemptés de taxes et d'autres obligations, mais par contre, en contrepartie, ils ont l'obligation et le devoir de fournir des immortels qui serviront le pays. Il a déjà essayé d'interroger Kinam concernant sa famille, mais Kinam n'a jamais voulu répondre. Tout ce qu'il sait de ces familles de sang pur, c'est ce que son ami Johan lui a raconté. Et il ne comprend pas pourquoi ils sont tous aussi désagréables et imbuvables au bureau des forces spéciales immortelles. Il demande à Monsieur Shim pourquoi Onam et Kinam n'ont pas été demandés alors que cette mission concerne les sangs purs. Cela serait difficile de l'expliquer, mais en résumé, cette mission n'était pas vraiment une demande officielle. La demande a été faite par Mademoiselle Jang Sura. Il ne comprend pas donc Warim accepte les requêtes de particuliers. Sait-il que la plupart des missions de l'équipe numéro 1 sont des missions de protection de supérieurs? Mais alors si c'était si important, pourquoi ne pas avoir appelé le chef Lee? Eh bien c'est plutôt compliqué avec son caractère. Il n'est pas vraiment fan du chef Lee. C'est un sale connard. Après ça, ils éclatent de rire car ils étaient tous deux d'accord sur le fait que c'était un connard. Il ne comprend pas qu'a-t-il dit, qui est son père. S'il parle de son père, ce n'est qu'un sang pur ordinaire. Non, il ne parle pas de son père, mais celui de Kwang Ik. Récemment, Kwang Ik a utilisé la déformation de présence contre lui, une technique qu'il a apprise de quelqu'un. Alors qui est le père de Kwang Ik? Le président l'ignore aussi. Il y a des informations dont il n'a pas accès. Et quoi qu'il soit, le ministère affirme que son père n'est ni un espion, ni un terroriste, et ni un fanatique religieux. Il ignore son identité, mais une chose était sûre. Le père de Kwang Ik était très fort. Son assistant arrive et annonce qu'ils ont un problème. Il va devoir en juger par lui-même. Dans la vidéo, cette personne dit qu'il fut un temps, il s'était donné corps et âme à un laboratoire pour le gouvernement. Sa vie entière était dédiée à la recherche. Mais aujourd'hui, tout ce qui lui reste est le titre de traître. Il adresse donc une demande au gouvernement coréen par le biais de cette vidéo. Ils admettent leurs crimes. Ce n'est qu'ainsi que la vie de ces gens seront épargnés. Ils ont réussi à faire en sorte qu'elle ne soit pas publiée. Toutefois, la vidéo avait déjà circulé sur le dark web. S'il comprend bien, c'est là où Kwang Ik avait été envoyé. Il demande qu'on organise une deuxième équipe qui sera en renfort. Le chef Lee allait s'en occuper. Tout cela était assez étrange. Cette mission était au-delà des compétences d'un bleu. Mais alors pourquoi il ne s'inquiète pas pour ce gamin? Dans l'hélico, on lui dit que c'est un mensonge. Les conclusions de l'équipe d'analyse montrent que toutes ces vidéos étaient fausses. Enfin, plutôt 90% de ce qui était dit était un mensonge. La vidéo n'a pas permis d'identifier cette personne. Et conclusion, il se peut que cette personne ment. Cela est assez étrange. Un scientifique ose s'en prendre au gouvernement. Il n'est pas après l'argent ni après la libération d'un frère en prison. Ce qu'il veut, ce sont des excuses du gouvernement. Et il veut nuire à la confiance du public envers le pouvoir établi. On annonce que la mission est désormais anti-terroriste. Pour Kwang Ik, il n'y avait qu'une seule organisation terroriste capable d'organiser un tel coup.
Si c'est bien Prométhée, alors cela veut dire qu'ils espèrent rendre la monnaie de la pièce au gouvernement. Le bâtiment porte le nom du laboratoire agricole de culture d'agrim en terraformation. Il était surveillé de partout et d'après leur estimation, ils sont 40 soldats. L'opération allait être divisée en deux groupes, une au sol et une autre d'infiltration. L'équipe au sol allait passer par le parking du premier étage. L'équipe d'infiltration arriverait avec l'hélicoptère et entrerait aussitôt qu'ils auraient atterri sur le toit. Alors qu'il l'observait, elle lui demande de regarder ailleurs et qu'il n'essaie pas de lire dans ses pensées. Elle le traite aussi d'irrégulier de s'en mêler. Il semble qu'elle soit plus sensible que les frères Jang. Même Kinam n'avait pas ce degré de sensibilité. Elle est si sensible qu'elle sent lorsqu'on l'observe. À ce moment-là, il avait compris qu'elle était nerveuse. On annonce leur arrivée sur les lieux et elle a été la première à descendre. On demande à Kwang Ik pourquoi il ne descendait pas. Il allait descendre en dernier au cas où si la corde serait endommagée. La vraie raison, c'est qu'il était un métamorphe, ce qui fait qu'il est plus lourd que la normale. Alors qu'il était en train de descendre, une explosion s'est produite et une hache avait été lancée. Il va bien sûr réussir à la dévier, mais il y avait un problème. L'hélicoptère avait été touché. Kwang Ik avait été balancé sur le toit et son camarade encore sur l'hélico lui a dit qu'ils se retrouveront à l'hôpital. Suite à ça, l'hélico a explosé. Une arme avait été posée derrière sa tête et une personne lui a dit qu'il allait devoir suivre son ami en enfer. Il a tiré mais Kwang Ik n'était plus là. Avant même qu'il ne l'ait vu venir, il a été neutralisé. Tout cela avait été fait avec un tibia en moins. Il leur demande comment vont-ils depuis la dernière fois. C'est là qu'ils se sont rappelés que c'était lui qui avait attaqué la banque Money & Save. Leur doute était bien fondé. Cette personne venait des forces spéciales. On annonce que s'ils n'arrivent pas à l'intérieur dans 5 minutes, ils abandonneront les otages. Il était hors de question pour elle de les abandonner. Et Kwang informe qu'abandonner ne faisait pas partie de son vocabulaire. Alors elle lui demande s'il n'était pas dérangé. Il aimerait qu'elle les occupe avec le chef et quant à lui, il allait s'occuper des otages. Comment allait-il faire? Son père avait un dicton qui dit que où qu'il aille, qu'il trace son propre chemin. La puissance a détruit l'immeuble. Avant de partir, elle aimerait lui dire une chose. L'otage qui est captive, c'est sa fille. Elle veut qu'il la ramène saine et sauve. Les agents ne comprenaient pas d'où sortait ce trou. L'instant suivant, elle est apparue avec une arme spéciale. Impossible de l'atteindre directement. On lui a donné le surnom de Prométhée. Son collègue est intervenu à son tour pour les neutraliser avec du poison. Un autre groupe est apparu demandant pourquoi apparaissent-ils toujours sans jamais recevoir d'invitation. En quelques instants, ils ont été encerclés. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas tenir très longtemps. Mais alors est-ce que Kwang Ik pourra les sauver en 20 minutes? Arrivé, Kwang a replacé son tibia qui a été endommagé dû au crash de l'hélicoptère. Par la suite, il a utilisé un comprimé appelé HCS-3. C'est un super régénérateur. Le problème, c'est que ce comprimé possède un effet négatif appelé le brouillard d'essence. Il a donc pris un deuxième comprimé portant le nom de Blunt Alpha. Celui-ci a pour effet d'augmenter l'essence, ce qui annule automatiquement les effets négatifs du HCS-3. Il a donc pu, grâce à ses sens aiguisés, analyser la zone et a constaté qu'ils étaient au 3e étage. Suite à ça, il a survolé la zone tout en évitant les agents. Arrivé devant une porte, il l'a défoncé, ce qui a surpris les agents. On lui dit que s'il fait un pas de plus, il leur tranche la gorge. Une lame a été plantée dans son crâne. Le deuxième a voulu exécuter les otages, mais Kwang Ik a utilisé son arme spéciale pour lui mettre une balle dans la tête. Il les rassure et se présente comme étant membre des forces spéciales. Lorsqu'il enlève leur masque, il constate qu'elle était parmi ceux présents au centre d'entraînement. Cette dernière lui dit être contente de le revoir, mais il devrait regarder derrière lui. Un métamorphe accompagné d'un agent venait d'arriver. Il a donc sorti son arme, puis il leur a dit que prendre un cercueil ne servirait à rien. L'incinération est la meilleure option. La fille de Soura a commencé à gerber. On l'informe que les soldats étaient rassemblés au premier étage. C'était sans issue. De plus, le chercheur se trouvait plus bas. Il est assez surpris de voir qu'elle a pu analyser la situation tout en étant captive. Alors il l'informe qu'ils n'iront pas au premier étage. Mais alors où vont-ils aller? Ils allaient monter. Sur le toit, les choses étaient bien plus compliquées. Ils étaient blessés et traqués par des métamorphes de sang pur, sans oublier qu'ils avaient atteint leurs limites.
C'est alors qu'une personne lui dit qu'il a fini son travail. Kwang Ik lui demande pourquoi était-il surpris, alors qu'il avait prévenu qu'il la ramènerait. C'est alors que la jeune fille saute pour aller voir sa mère. Malheureusement, il l'avait vue trop tard. Un métamorphe est apparu dans l'ombre. Elle avait commis une erreur, car lorsqu'un métamorphe passe à l'action, il ne pouvait pas être arrêté. Il suffit d'un faux pas pour être découpé. Sauf que ce dernier se fera trancher le bras. Kwang leur demande de préparer l'évacuation. Pour s'échapper rapidement, ils ont fait descendre des cordes. En descendant, Kwang a pris le temps pour discuter avec elle et lui a demandé quel âge avait-elle. Elle avait 28 ans et a eu son enfant à 18 ans. Donc cela veut dire que la gamine avait 10 ans. Mais cette dernière lui dit qu'elle n'est pas une gamine. Son nom est Park Woo-nyul. Mais alors ne devrait-elle pas l'appeler madame? Il peut l'appeler comme il le veut. Ce n'est pas correct, elle a 7 ans de plus que lui. C'est alors qu'ils ont ressenti quelque chose. Un homme lui demande est-ce qu'il le dérange? Pourquoi ne pas discuter un peu plus? C'est la deuxième fois qu'il intervient dans leurs affaires. Mais il le connaît lui, n'est-ce pas le débroussailleur? Il commence vraiment à l'énerver. Sa chair s'est déformée pour laisser place à une bête. On l'appelle le bûcheron Tarantado, qui veut dire en philippin le fou. Cet homme appelé No Pildo, dit le bûcheron, est l'un des piliers de l'organisation terroriste Prométhée. C'est un métamorphe de sang pur, mais également un loup-garou génétiquement modifié. Il est fait pour le combat rapproché et sa capacité, c'est le hurlement. Cette compétence paralyse ses victimes de peur avant de les découper comme des bûches. Même sous cette forme, il pense pouvoir l'arrêter. Il faut une personne du même niveau que Lee Jong-bong pour pouvoir survivre à ses coups de hache. Qui a dit qu'il n'était pas au même niveau que lui? Dans ce cas, il va se faire un plaisir de le démembrer. À cet instant, une personne lui dit à terre et l'instant suivant, il a été attaqué. Il n'allait pas laisser le nouveau se faire massacrer. À la base, Kwang Ik comptait échanger quelques coups avec lui avant de prendre la fuite. Il savait très bien que cet homme était très fort et qu'il ne pouvait pas le battre en duel. Par contre, pour le tuer si les autres l'aident, c'est une autre histoire. Il avait besoin de la mobilité et d'une capacité de décision rapide nécessaire pour répondre à ses coups. Comme dirait le chef Lee, il faut affûter ses sens. Alors il a utilisé l'amélioration de la synesthésie. Elle permet d'interconnecter les 5 sens et cela permet d'activer le 6e sens. Il est question d'éveiller ses hypersensibilités sensorielles et avec elle, il peut prédire les mouvements de l'adversaire. À cet instant, la lame l'avait touché, mais ce n'était pas lui sa cible. Il est intervenu pour l'arrêter. Cependant, il ne pouvait pas l'arrêter complètement. Il a donc profité de sa vitesse pour la sauver, puis lui a demandé si elle allait bien. No Pildo était assez impressionné. Après tout, celui qui a réussi à couper le bras de son disciple doit être au moins capable de faire ça. Eh bien, c'est à son tour de montrer ce qu'il vaut. Que pense-t-il gagner en le provoquant? Il ne l'a pas provoqué. Et puisqu'il insiste, qu'il passe au corps à corps. S'il veut lui faire face, il allait devoir prendre cette force de face, en utilisant sa force de métamorphe. Le problème, c'est qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'on l'observait. No Pildo lui demande, est-ce lui le disciple de Lee Jong-bong? On lui tire dessus, mais cela ne sert absolument à rien, car il pouvait neutraliser les balles. Il a profité de cette occasion pour l'attaquer par derrière, mais malgré cela, impossible de l'atteindre, et sa lame a été brisée. Comment va-t-il faire maintenant sans arme? Veut-il toujours se battre? Il active un bouclier. La force était telle que la hache s'est séparée en deux et il a été projeté. Il a eu de la chance sur ce coup grâce au bouclier galactique. Est-ce tout ce qu'il peut faire? Car si c'est tout, il peut le faire durant une semaine. Il vaudrait mieux pour lui qu'il s'arrête là, car Lee Jong-bong sera là dans une demi-heure. Lorsqu'il a entendu cela, il s'est mis en colère. Par la suite, a libéré son aura. Il est entré sous la forme rage. Pour activer cette compétence, les métamorphes extériorisent de façon exagérée leurs sentiments. Et c'est pourquoi Kwang Ik le provoquait depuis le début, afin qu'il rentre sous cette forme. Il a utilisé la compétence hurlement. Elle perce les tympans et oppresse le cœur de ceux qui l'entendent. C'est une capacité propre aux métamorphes et elle est comparable à la compétence Fear des envahisseurs. Elle fige les victimes en un seul coup. Il attendait ce moment précis pour pouvoir se servir de cette chose. En réalité, certes, cette aura pouvait figer les autres, mais elle ne pouvait rien faire contre lui car celle de sa mère était plus terrifiante. Après avoir esquivé, il a sorti son fusil. Il était bien trop tard. La puissance a décomposé son corps, ne laissant rien de plus que ses jambes. Comment cela était-il possible?
impossible. Il leur fait signe du pouce pour dire que tout était réglé. Quelque temps plus tard est arrivée son équipe. Mais ils ne comprennent pas. N'est-ce pas le corps de No Pildo par terre? C'est lui qui a fait ça? On demande à Jong-ah si No Pildo était mort. Elle confirme qu'il était bien mort. Alors il demande ce qui s'était passé. Ils étaient tous paralysés par son hurlement, sauf Kwang-ik. Dans ce cas, qu'il nettoie tout ce bordel. Il allait rentrer. Quant à Monsieur Park, il allait devoir lui faire un rapport détaillé. Suite à ça, le chercheur à l'origine de la vidéo avait été arrêté. Et il s'est avéré que c'était un savant fou. Après interrogatoire, il a affirmé avoir diffusé la vidéo pour pouvoir effectuer des expérimentations sur les immortels n'ayant pas encore obtenu le réveil. Panda lui demande, est-il sûr qu'il ne vient pas du futur? Ou peut-être que son corps est possédé par un maître épéiste? Jong-ah le félicite car il avait fait du beau travail. De plus, elle était contente qu'il y ait un membre de Prométhée en moins. Quelque temps plus tard, Sura et sa fille sont venus le remercier, disant même qu'elle lui devait une faveur. Monsieur Park lui a même proposé de venir les rejoindre pour les prochaines missions. Mais le chef Lee l'a informé que s'il continue à vouloir lui voler son poulet, il risque de lui casser les jambes. Ce n'est pas tout car après la mission, une rumeur a commencé à circuler sur Kwang-ik. On dit que Kwang-ik le nouveau avait été promu au poste de sous-chef. Et une autre rumeur qui circule dit qu'il a tué No Pildo, l'un des piliers de Prométhée. Onam n'était pas si étonné, disant même que cela était assez rapide, comme si c'était prévisible. Mais Kinam voyait les choses autrement. Il avait l'impression que c'était à peine hier qu'il avait été promu employé de 2e classe. Voilà qu'il est déjà sous-chef. Ne serait-il pas mieux pour lui qu'il démissionne pour éviter l'humiliation? Le président a pris la parole pour annoncer que l'un des membres de Prométhée avait été éliminé. Son nom était No Pildo. En revanche, il demande aux employés de ne pas dévoiler le nom de l'agent qu'il a éliminé. Par contre, s'il faut faire circuler une rumeur ou des informations, dans ce cas, qu'il l'appelle par son surnom. Il s'agit du cinglé irrégulier. De retour comme à son habitude, il combat encore le chef Lee. Cela était si banal que Jong-ah et Panda préféraient s'occuper de leurs affaires. Après tout, ce n'est qu'un autre jour paisible pour leur équipe de sécurité extérieure numéro 3. Un homme est parti voir son chef pour l'informer que les choses ne se passaient pas comme prévu. S'il intervient davantage pour maintenir une relation avec lui, le président pourrait intervenir. Frustré, il a brisé ses billes et l'informe que cela suffit. Il peut se retirer. Compte-t-il renoncer? Certainement pas. Mais il n'y avait pas intérêt à insister avec une seule façon de faire. Cet enfant avait trop brillé et pour ne pas attirer l'œil du président, il suffit de l'envoyer au-delà des limites de son influence. Il a donc contacté un certain Park Oh. Que lui vaut le plaisir? Il avait une faveur à lui demander. Il aimerait qu'il recrute un membre d'une équipe de sécurité portant le nom de Yu Kwang-ik. Mais Park Oh l'informe qu'on lui a demandé de le laisser tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a donné l'ordre? Il ne peut pas lui dire, mais les ordres viennent d'en haut. Mais alors qui peut être au-dessus de lui? Souhaite-t-il vraiment le savoir? Non, finalement, il ne veut pas le savoir. Mais alors d'où sort ce gamin? Et qui peut le protéger autant? Est-ce qu'un ministre se soucie d'une équipe de sécurité? Cela étant réglé, est-ce que sa promesse peut être considérée comme étant tenue? Mais il aimerait lui poser une question. Que se passe-t-il avec son fils Kwang-ik? Qu'est-ce que cela veut dire? Il est juste son fils. Ne sait-il pas que son fils a éliminé No Pildo, l'un des piliers de Prométhée? Depuis combien de temps s'est-il éveillé? Cela ne fait que 2 ans. En seulement 2 ans, il a fait tout ça. En fait, lui aussi a été assez surpris des résultats de son fils. Il n'a jamais pensé qu'il se dévouerait à ce point pour un poste de bureau. Il se souvient de ses débuts, mais il n'aurait jamais pensé qu'il réussirait à couper le bras d'un sang pur métamorphe, ni qu'il vienne à bout d'un criminel recherché dans le monde entier. Il devrait donc être fier de son fils. Il est assez fier de lui, mais en même temps, c'est amer, car il se soucie de lui. Il risque certainement un jour de s'aventurer dans un territoire trop dangereux. Arrivé chez lui, il demande à sa femme, ont-ils bien élevé leur enfant? Bien sûr qu'ils l'ont bien élevé, après tout, c'est leur fils. Elle avait envie de lui dire que leur fils était un métamorphe comme elle, mais se demandait aussi s'il comprendrait. Et lui, de son côté, avait envie de lui dire que leur fils est un immortel comme lui, mais il se demandait si sa femme le comprendrait. Alors les deux ont décidé encore une fois de laisser ça pour plus tard, car ce n'était pas le moment. Il espérait juste que son fils soit assez robuste et en bonne santé. Alors elle lui demande, se soucie-t-il de lui alors qu'il est déjà adulte et qu'il vit sa vie? Qu'il soit un enfant ou un adulte, il s'inquiète toujours pour son fils. Tous deux ont eu un pincement au cœur en gardant leur secret. Arrivé au bureau, on lui demande s'il a de bonnes nouvelles. Il est juste une personne joviale. A-t-il reçu sa prime? Eh merde,
merde, il s'est fait avoir. Il avait bien raison, car en réalité, il était heureux parce qu'il avait reçu la prime pour la tête de Nopildo. Les différents gouvernements du monde se sont joints pour offrir une prime, mais celle donnée par l'Old Force atteigne les 460 000 €. Mais comme Nopildo n'a pas cassé les pieds qu'à un seul gouvernement, sa tête était mise à prix chez Excuracy. Et puisque ce sont les immortels qui se sont occupés de lui et qui ont été appelés en renfort, la prime a été donnée à l'équipe qui est intervenue. Cependant, Pilro l'a gentiment refusé et la camarade de promo aux cheveux gris en a fait de même, ce qui fait qu'il a reçu tout l'argent, devenant ainsi riche au lendemain de la mission. Que la vie est belle. La vie est certes belle, mais surtout son compte en banque. Après ça, il a offert du poulet à tous ses camarades pour fêter ça. Le chef lui a demandé s'il était content. Sa réponse a été que le monde était beau et la vie était belle. Suite à ça, il a reçu un appel qui lui a été destiné. Surpris, il demande qui est venu. Après ça, elle s'est rendue dans un lieu inconnu. L'immortel Soura était venu l'escorter en personne. Elle a informé que le chef de sa famille de sang pur voulait le voir. Mais alors, a-t-il trop traumatisé Kinam? Une personne demande s'il est arrivé. Il lui souhaite la bienvenue. Est-il le fameux Kwang Ik? Son sang d'immortel est moins pur qu'il ne le pensait. Il a commandé des huîtres qui sont de très bonne qualité. Boit-il du jus d'orange? Il paraît qu'il a sauvé la fille de Soura. C'est un excellent travail. Il n'a fait que son devoir. Alors qu'en pense-t-il? Ce jus d'orange est assez bon, mais il présume que ce n'est pas pour boire qu'il l'a contacté. Que lui vaut cette invitation? Il semble impatient. Après tout, un homme qu'il ne connaît pas l'a invité à boire. Eh bien, il serait préférable d'aller droit au but. Il aimerait qu'il lui donne un enfant. Qu'a-t-il dit? Si une personne dans sa famille l'intéresse, il pourra arranger l'union. Autrement, le don de sperme pour une insémination artificielle serait également acceptable. Il ne comprend pas. Il lui demande seulement de répandre ses gènes. Qu'en pense-t-il de Soura? Est-il en train de lui proposer de l'épouser? Cette condition l'énervait. Mais on lui dit que ce n'est pas vraiment un mariage. On parle de reproduction car ils savent que le sang d'un irrégulier n'est pas garanti. Cependant, il est un cas à part. Et puis s'il y a quelque chose qu'il veut, il pourra l'obtenir tout en assouvissant ses désirs. C'est du donnant-donnant. Qu'en pense-t-il? Est-il intéressé par un poste au gouvernement ou peut-être les biens? C'est alors qu'il l'entend dire putain. En tant que chef de famille, n'est-il pas un membre lui aussi? Prend-il les femmes de sa famille pour des machines à enfanter? On lui demande de surveiller ses manières, surtout en présence du chef de famille. Il le sait très bien, c'est pour ça qu'il ne lui a pas encore cassé les jambes. Pour ne pas abuser de son hospitalité, il va payer pour le repas. Qu'il n'avise plus jamais de le recontacter pour ce genre d'idiotie. Suite à ça, le chef de famille a éclaté de rire. On lui demande quels sont les ordres. Il le laisse. Il est encore jeune et à son âge, personne ne supporte l'injustice. Ce gamin était encore naïf. Mais cela n'allait pas durer. Pour lui, le temps allait faire son travail. Et à ce moment-là, il reviendra certainement de lui-même. En revanche, Soura devra rester proche de lui pour saisir l'opportunité une fois qu'elle se présentera. Lorsqu'elle a entendu cela, sa réponse a été « À vos ordres, grand-père ». Onam et Kinam sont arrivés quelques instants après ça et lui ont demandé d'arrêter. Tuer tous ces gens ne changerait absolument rien. De quoi parle-t-il? Qu'est-ce qui devait changer? Ils ne sont que des misérables qui s'amusent entre insectes. Kwang Ik prenait plaisir à les massacrer. On lui demande d'arrêter, qu'il n'aggrave pas les choses. C'est simplement de la légitime défense. Mais alors a-t-il fait la même chose au chef de famille? Bien sûr que non. Il est un adulte et sait résoudre les problèmes sans violence. Qui ça, lui, un adulte? Kinam lui a dit qu'il avait bien fait car s'il avait attaqué le chef de famille, l'équipe de sécurité serait intervenue. Son avertissement se limite à ceux qu'il a massacrés. Il n'est qu'un détraqué. Dans ce cas, il lui retourne le compliment. Avant de partir, il s'est souvenu que l'un des gardes les avait traités d'insectes. Est-ce que cela veut dire que Onam et Kinam, les jumeaux, sont les parias de leur famille? Le problème pourrait venir du chef de famille, mais cela semble venir de plus loin, car il n'était pas le seul cinglé dans les familles de race spéciale. Tant que cet univers entier ne sera pas déraciné pour replanter proprement, il continuera à devoir pousser des dérangés. En voyant tout ça, il a bien envie de tout détruire.
Le lendemain, après avoir rencontré la famille de Kinam, il est retourné au bureau. Panda informe que tout était prêt. C'est une bonne chose car il n'allait pas tarder. De qui parle-t-il? Les nouvelles recrues. Il faut bien qu'une personne prenne sa relève. Le chef savait exactement à quoi il pensait. C'est alors qu'il l'entend demander « Ont-ils le droit d'être grossiers devant les nouveaux ?» Est-ce une question et est-ce que c'est pour lui? Pas du tout. En plus d'être un petit con, il se croit tout permis. Il paraît qu'il y en avait une qui allait rejoindre leur équipe. Apparemment, c'est un mage. Ils ont aussi des mages. De ce qu'il a entendu, c'est elle qui a demandé à rejoindre leur équipe afin de retrouver une personne. L'instant suivant, elle apparaît devant eux et se présente sous le nom de Kang Yemin. Il n'arrivait pas à y croire. Alors elle lui demande « Est-il si content de la voir qu'il en perd les mots ?» On leur demande est-ce qu'ils se connaissent. Elle informe qu'ils sont fiancés. Mais Kwang Ik dit le contraire. C'est juste la gamine des voisins de ses parents. C'est un plaisir pour elle de les rejoindre. Kwang Ik savait que tout ce qu'elle faisait n'était que de la comédie. Apparaît devant lui Choi Minam qui demande l'air contrarié. Est-ce sa petite amie? C'était donc elle la raison pour laquelle il a refusé de sortir avec elle. En panique, il lui dit que ce n'est pas ça. Le chef lui demande n'était-il pas au courant? Il n'en savait rien, ni même le fait qu'elle était une mage, encore moins de son embauche chez Warim. Tout ce qu'il sait sur elle, c'est qu'elle s'appelle Kwang Yemin. Elle a actuellement 19 ans et c'est la petite voisine qui a renoncé à continuer ses études. C'est tout ce qu'il savait sur elle. Elle informe qu'elle n'avait pas l'intention de lui cacher quoi que ce soit. En fait, elle comptait tout lui dire une fois qu'il serait marié. Après cette découverte inattendue, elle l'a informé avoir commencé à apprendre la magie à l'âge de 8 ans. Et durant tout ce temps, elle a juste vécu sans attirer l'attention. D'ailleurs, elle ne comprenait pas pourquoi lui reprocher cela alors que lui aussi avait caché qu'il était un immortel. Il aimerait savoir comment a-t-elle su qu'il était un immortel et qu'il travaillait dans l'équipe numéro 3 chez Warim. Eh bien, les immortels sont faibles contre la magie et les métamorphes contre la télépathie. N'a-t-il jamais entendu cette expression? Elle disait vrai car la particularité de la magie, c'est qu'elle est fatale contre les immortels. Et les télépathes peuvent poser un gros problème aux métamorphes. En d'autres termes, les races spéciales sont interconnectées, chacune étant dominée ou dominant l'autre. Mais cela ne veut pas dire que les mages peuvent forcément éliminer un immortel. La force individuelle compte énormément, ce qui fait que ce cercle de domination n'est pas absolu. Alors il demande quel est le rapport. Eh bien, tout ça pour lui dire que les races spéciales ne peuvent pas cacher leur identité aux mages, et surtout les immortels. Il ne lui en veut pas de lui avoir caché la vérité. Pourquoi serait-il énervé? Car après tout, il passe aussi son temps à cacher ses moitiés immortelles et métamorphes. Mais Kwang Ik ne comprenait pas une chose. Si elle est une mage, comment a-t-elle fait pour atterrir chez Warim, une entreprise pour immortels? Pour ça, elle lui dira plus tard. Cette histoire commençait vraiment à l'emmerder. Durant la réunion, elle a décidé de leur parler des unions de mages. Jusqu'à maintenant, dans le monde des races spéciales, seulement 4 unions ont révélé leur existence. Le premier est le groupe Illuminati basé en Europe. Le deuxième, c'est les poètes guerriers qui se trouvent en Russie. Le troisième, c'est Galaxy, basé aux États-Unis. Et enfin, le dernier, c'est les cercles, qui se trouvent en Asie. Mais il faut savoir que tous les mages ne sont pas membres de ces groupes. De son côté, elle est devenue mage grâce à sa famille, mais elle ne fait pas partie de ces groupes. La raison de sa présence dans ces lieux, c'est une mission d'infiltration. Kwang savait qu'elle n'était pas venue pour rien. Pour expliquer la situation de façon claire et simple, lorsque Mayun a pris la fuite, ils se sont demandé comment une personne avait pu découvrir leur itinéraire. La réponse, c'est qu'il y avait un espion au sein de l'entreprise. Cet espion se trouve chez Warim et leur tâche sera de le trouver. Mais il ne comprend pas pourquoi c'est à eux de le trouver. L'un des adeptes de ce culte était de l'équipe spéciale numéro 2. Donc cette équipe n'était pas fiable. S'il comprend bien, l'information à retenir, c'est que l'espion peut utiliser la magie. À sa connaissance, le seul immortel pouvant utiliser la magie, c'est Onam. Elle était venue chez Warim pour attraper l'espion et c'est pourquoi elle a été engagée. C'est un rôle qui lui sert de couverture. Le chef Lee savait que c'était aussi pour montrer que les mages
mage collabore avec le gouvernement. Elle confirme que c'était bien cela. La réunion étant terminée, ils attendent qu'elle identifie l'espion et une fois cela fait, ils pourront le capturer. Puisqu'il est désormais son supérieur, ce sera à lui, Kwang-ik, de s'occuper de sa formation. Elle était plutôt excitée de pouvoir travailler avec lui. Comme ça, ils pourront faire des heures sup ensemble, dîner ensemble au travail et plein de choses. Pourquoi ferait-il cela avec elle? Il est content de voir qu'ils s'entendent bien. N'est-il pas d'accord qu'ils vont bien ensemble? Mais Kwang-ik n'était pas du même avis. Elle n'était qu'une gamine des voisins, rien de plus. Suite à ça, bien que son poste n'était qu'une couverture, il a dû lui apprendre les ficelles du métier. Et alors qu'il lui faisait part des choses à savoir, elle s'est retournée pour demander à Jong-ah si elle avait quelque chose de prévu le soir. Il pourrait aller manger avec Kwang-ik. Mais cette dernière informe que ce n'est pas Kwang-ik, mais le chef Yu. Elle reconnaît son erreur et s'excuse. Et lui alors, on l'invite pas? Ils pourront déjeuner ensemble plus tard. Tout ça a commencé à vraiment faire chier Kwang-ik. Après ça, Ye-min a dîné avec Jong-ah et lui. Le lendemain, elle s'est rempli le ventre avec Panda avant de les convoquer pour une nouvelle réunion. Kwang-ik n'arrivait pas à y croire. Comment il a pu être convoqué par une nouvelle recrue? De son temps, ce n'était pas comme ça. Pour commencer, elle informe que leur équipe est blanchie. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a profité des repas pour les tester? Eh bien, demander leur avis au préalable n'était pas une bonne chose, car cela ne lui permettrait pas de faire correctement son travail. Et d'ailleurs, tout ça a été convenu avec le chef Lee au préalable. Maintenant, ils savent qu'aucun d'entre eux n'est l'espion. Kwang-ik est assez perturbé, car cette femme n'était pas la Hae-min qu'il a connue. Il ne savait pas pourquoi, mais son cœur s'emballait en l'observant. Mais attends, est-ce qu'il la voit sous un nouveau jour? A-t-il perdu la tête? Le chef intervient pour prévenir. À partir de cet instant, la mission allait commencer. Leur nouvelle mage s'occupera de détecter des traces de magie, et quant à eux, ils s'occuperont d'identifier le coupable. Le nom de code de la mission est dépoussiérage et qu'ils ne s'avisent pas de juger le nom de la mission. C'est alors qu'une personne arrive en s'excusant. Elle est assez stressée et a du mal à parler. Son nom est Jo et elle est venue pour annoncer une convocation. Mademoiselle Ye-min est demandée par le président. Le président ne comprend pas et se demande qui est cette personne qui ose prendre Hwarim pour cible. Pense-t-il qu'il va les laisser faire? C'est vraiment le sous-estimer. Une personne toque à la porte. Alors il demande à cette personne de rentrer. Et à cet instant, le président jure utiliser chaque corde à son arc pour exterminer ceux qui s'en prennent à Hwarim. Arrivée, elle informe que son bureau est plutôt pas mal. Il aimerait savoir si tout se passe bien au sein de l'entreprise. Pour le moment, tout se passait bien. D'ailleurs, elle a trouvé des traces liées aux télépathes. Maintenant, reste à savoir de quelle équipe cela vient. Il lui fait confiance et qu'elle n'hésite pas à lui faire savoir si elle a besoin de quoi que ce soit. De ce qu'il a entendu, elle connaissait Kwang-ik. Dans ce cas, il veut profiter de cette occasion pour utiliser toutes les cartes à sa disposition. Alors que Monsieur Park marchait tranquillement, Kwang-ik l'a croisé dans la rue et l'a interpellé. Il lui demande s'il vient de finir son travail. Pourquoi lui poser cette question? Eh bien, il ne fait que saluer car ils se sont simplement croisés par hasard. Et tant qu'à faire, pourquoi ne pas aller dîner ensemble? Mais il refuse. Pourquoi refuser? Il est trop populaire et il n'aime pas ça. À ce qu'il voit, sa popularité le précède. Dans ce cas, s'il le veut bien, ils peuvent marcher ensemble. À quoi bon faire ça? Kwang-ik savait que sa façon de s'approcher de lui était bizarre, mais tout ce qu'il voulait était discuter avec lui. Il voulait simplement gagner du temps. C'est alors que Ye-min débarque et lui demande ce qu'il fait. Il semble que ce soit le signal. Cela veut dire qu'il peut capturer la cible. Normalement, si c'est l'espion, ce doit être un excellent combattant. Mais il ne comprend pas. Il est tombé juste comme ça. Ne lui a-t-elle pas demandé de juste le capturer? Pourquoi le mettre au KO? En l'observant, elle remarque quelque chose d'étrange. Est-elle sûre que c'était le bon gars? Eh bien, tout ça était assez flou, car normalement, l'objet magique devait prendre le dessus sur le sujet. Donc cela veut dire qu'elle s'est juste plantée. En plus de ça, elle ressemble à une voleuse en faisant ça dans la rue. Mais elle l'informe qu'en réalité, personne ne les voyait, car elle avait masqué leur présence.
Il semble que leur cible ait été envoûtée. Ils n'ont pas trouvé d'objet sur lui et Kwang propose d'utiliser ses empreintes pour retracer ses pas. Il a donc informé Panda de la situation et ce dernier allait agir en conséquence. Mais alors a-t-il été envoûté? Et est-ce que cela veut dire que les immortels sont vraiment vulnérables à la magie? Les immortels se basent normalement sur l'analyse d'un ensemble d'informations. On parle de la vue, la respiration, les moindres gestes de la cible et c'est ce qu'on appelle l'intuition. La magie, quant à elle, obéit à d'autres règles. Ils utilisent ce qu'on appelle le mana, ce qui fait qu'ils sont supérieurs aux immortels, car les immortels sont incapables de percevoir le mana. En fait, le sort en lui-même n'affecte pas l'air ambiant ou même la présence physique. Et c'est ça qui fait que les mages peuvent agir sans être repérés par les sens des immortels. Cela veut aussi dire que les sorts des mages étant impossibles à être repérés par les immortels deviennent automatiquement imprévisibles. Tout ça le perturbait car il a vu des sorts être lancés à plusieurs reprises. Mais malgré cela, il ne peut pas les voir ni même les entendre. Mais alors est-ce que cela veut dire qu'il est condamné à être plus faible qu'eux? À cet instant, il a pensé à l'odorat. Il lui a donc dit que cela pourrait marcher. De quoi parle-t-il? Il pouvait sentir une odeur d'air sombre et humide. Est-ce que cela veut dire qu'il a développé les sens surdéveloppés qu'ont ceux à qui il manque un sens? Mais alors s'il peut sentir la magie par l'odeur, est-ce que cela veut dire que tous les métamorphes peuvent le faire? Il aimerait savoir si les immortels sont vulnérables à la magie. Est-ce le cas concernant les métamorphes? Elle informe que non. Les métamorphes aussi n'étaient pas assez sensibles pour pouvoir sentir la magie. Mais alors qu'est-ce qui fait qu'ils sont différents? En fait, les deux races se contentent juste d'utiliser leur corps. Panda informe après enquête que cet homme avait divulgué des informations à une force extérieure. Les informations concernent l'équipe numéro 1. Dans ce cas, ils vont le transférer, mais on lui dit de ne pas s'embêter, car il avait fait une demande à l'équipe d'évaluation interne. Leur chef n'allait pas tarder. Arrivée, elle demande est-elle la nouvelle mage. Elle se présente comme étant Kang Yemin. De ce qu'elle a entendu, ils sont voisins. Mais est-ce que cela veut dire que tous ses voisins sont des races spéciales? C'est impossible, car ce n'est qu'une coïncidence. Ils ont pu confirmer son identité et ils pouvaient l'embarquer. Avant de partir, elle le met en garde. En ce moment, au sein de l'entreprise, c'est très tendu, alors qu'il fasse attention à lui. Ça va? Elle lui dérange pas? De quoi parle-t-elle? Eh bien, la chef n'est pas une espionne. À vrai dire, elle en sait rien. Elle doit être certainement sournoise pour qu'il aille jusqu'à la cacher. Est-elle sûre qu'elle fait son travail correctement ou elle s'occupe des femmes qui l'entourent? Quoi qu'il en soit, il veut qu'elle l'invite à dîner. Elle qui pensait qu'il était plein aux as. Est-il radin, c'est ça? Depuis quand une petite nouvelle parle comme ça à son boss? Il préfère rentrer chez lui. Sauf qu'alors qu'il rentrait, il est tombé sur un chat noir. Et ça, c'est pas bon signe. Il y a un dicton qui dit chez moi, si vous trouvez un chat noir dehors, changez de direction. C'est pas bon! Ça veut dire qu'il y a une odeur de caca dur dans le coin. Faut partir. Étant donné que Kwang Ik était tué et qu'il ne m'écoute pas avec sa tête bossue, il a voulu caresser le chat. Ce dernier a pris la fuite. Il l'a donc poursuivi. Mais quelle fut sa surprise de rencontrer un homme qu'il avait déjà croisé. Il remarque aussi la projection d'une des membres de Prométhée. Alors il lui dit, a-t-elle décidé de rester vivre en Corée? A-t-elle trouvé un mari? À cet instant, elle l'a informé que c'était leur dernière offre. Qu'elle s'arrête. Si c'est pour lui demander de l'épouser, il refuse, ce qui va la mettre très en colère. Ils les rejoignent et ils lui donneront tout ce qu'il voudra. Pourquoi accepterait-il? Parce qu'il va le regretter. En une fraction de seconde, sa jambe se trouvait au-dessus de lui. Il lui demande d'attendre un instant. Il a fallu de peu pour qu'il lui brise le crâne. Il savait qu'ils allaient se recroiser. Il aimerait qu'il arrête. Il avait quelque chose à lui dire. Qui est-il au juste? Et qu'est-ce qu'ils font? D'abord, il devrait le lâcher et après il pourra tout lui dire. En réalité, il n'est qu'un chasseur de tête. S'en prendre à lui n'est pas nécessaire. Son travail est légal et est même enregistré auprès de l'association des races spéciales. Il ne fait que mettre en relation les gens. Il comprend mieux les choses. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est cette odeur qui lui était familière. Il l'attrape par le cou avant de le balancer au sol. Alors l'homme se précipite pour lui dire qu'on l'a payé pour une mission. Prométhée voulait le recruter. Il a reçu la requête de venir le voir pour les mettre en relation. Et c'est ce qui explique sa présence ici. Ça devient
très intéressant. Que dirait-il d'aller boire un petit verre en tête-à-tête avec lui? Après cette rencontre, il a commencé à gerber dans les toilettes. Comment il a pu terminer dans une telle situation? Lorsqu'il regarde son téléphone, il remarque que Kwang Ik lui avait envoyé un message disant qu'ils sont maintenant potes et qu'ils allaient rester en contact. Mais alors que s'est-il passé? Dans le bar à jus d'orange, ils avaient commencé à se servir une grande quantité de jus. Mais le problème, c'est qu'alors que lui buvait tranquillement, Kwang Ik de son côté tapait des gros culs secs. Et en plus de ça, il se permettait de lui mettre la pression. Pourquoi ne pouvait-il pas boire d'un seul coup? C'est clairement de l'intimidation à l'état pur. Malheureusement, il n'avait pas le choix. Soit c'était ça, soit il le tabassait. Hélas, avec le temps, il s'est retrouvé à vider toutes les bouteilles. Malgré cela, Kwang Ik avait continué à commander encore plus de bouteilles. Puis lui avait demandé pourquoi ces gens étaient à sa recherche en ce moment. Leur but était d'étudier les lieux et pour cela, la meilleure chose à faire était d'envoyer un chasseur de tête comme lui. Est-il bien sûr de cela? Il le jure et ce n'était que la vérité. Il avait rajouté qu'il ne pouvait pas boire plus. Est-ce qu'il était vraiment sûr qu'il ne pouvait plus boire? C'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans ses toilettes à gerber. Malheureusement, il n'a eu d'autre choix que d'accepter son sort. Et cela commençait vraiment à lui faire chier. Il ne sait pas pourquoi, mais aujourd'hui, il se sent mieux. Pourquoi donc? Eh bien, il a enfin mis la main sur un type qui lui sortait par le trou de nez. Dans ce cas, elle est contente pour lui. Et pour tout lui dire, elle a toujours rêvé qu'il lui fasse visiter la boîte. Qu'est-ce qu'elle raconte? Il l'accompagne simplement pour trouver une trace du match. En arrivant au rez-de-chaussée de l'entreprise, il lui demande si elle voyait quelque chose. En observant les lieux, elle informe qu'il n'était pas là. Cependant, elle avait vu quelque chose. Comment a-t-elle pu ne pas les reconnaître? Pourtant, elle les avait croisés. De qui parle-t-elle? Ces deux-là avaient masqué leur présence. Et cette femme possède la même signature magique que celle qu'il recherchait. N'est-ce pas la fille Torantado? Et cette femme, c'est Choi Minam, celle qui le draguait. Après avoir été repéré, l'homme a lancé la mallette vers eux. Il savait que ce n'était pas bon. L'instant suivant, la mallette a explosé. Heureusement, il avait avec lui son manteau. L'explosion était assez puissante pour être ressentie jusqu'au bureau du président. Son assistant vient le voir et l'informe qu'ils sont attaqués. Donc, ils sont même prêts à attaquer Warim, qu'il fasse passer un message dans toute l'entreprise. Il veut tous les tarer au combat. Au même moment, un homme avait pris une autre direction. Il s'est rendu chez Kwang Ik. Avant d'en arriver là, une réunion avait eu lieu et jusqu'à maintenant, ils ont constaté que Warim leur mettait des bâtons dans les roues. Ils savaient que si cela continuait, ils allaient être démasqués car en plus de tout ça, Warim avait engagé un mage. Mais alors devaient-ils rester sur leurs échecs? Il fallait trouver une solution rapidement. Mayoun est intervenu avec une idée en tête. En guise de représailles et pour montrer de quoi ils étaient capables, il fallait agir et montrer que les actions ont des conséquences. Kwang Ik allait devoir pleurer le sang des siens. Concernant Choi Minam, elle avait utilisé l'envoûtement, un sort psychique qui attire la cible vers le mage. Ce n'est pas vraiment un sentiment réel, car si c'était le cas, le monde serait dominé par les races spéciales capables d'envoûtement. Mais il faut savoir que plus le personnage capable d'utiliser l'envoûtement est séduisant, plus son envoûtement sera efficace. C'est ainsi que Choi Minam avait pu le mettre dans sa poche avec sa beauté remarquable. Il a compris que c'était lors de leur première rencontre qu'il avait été envoûté par elle. La vraie question était de savoir si un immortel pouvait envoûter les gens. Yemin a dit avoir commencé à apprendre la magie à l'âge de 8 ans. Onam dit pouvoir utiliser la magie grâce à son arme. Ce qui veut dire qu'en apprenant la magie et en y étant formé, un immortel peut envoûter une personne. C'est ce qui explique que Choi Minam puisse envoûter une personne alors qu'elle est une immortelle. C'était elle l'espionne. C'est alors qu'il se réveille et entend qu'on l'insulte. Il doit se lever. Il est un immortel. À cet instant, il sourit et dit que ce satané puzzle est enfin résolu. Donc, de ce qu'il constate, il ne se laisse pas envoûter et refuse de les rejoindre. Il n'avait donc plus le choix. Ils vont devoir l'éliminer alors qu'il fasse ses prières. C'est embêtant tout ça, parce qu'il se sent moyen aujourd'hui. Ne veulent-ils vraiment pas remettre ça à un autre jour? Il n'est qu'un fou. Yemin pète les plans et informe qu'elle n'est pas invisible. Elle mourra une fois que l'incantation sera terminée. Et pour son père, ils feront une fleur, alors qu'elle se barre.
Elle a bien envie d'appeler les esprits vengeurs qui hantent ces lieux. Voyant cela, il a voulu la tuer, mais il a été arrêté. C'est le chef Lee Dong-hoon, appelé aussi Panda. Lorsqu'il a vu l'arrivée de Panda, il a préféré reculer pour installer une distance de sécurité. Panda demande à Ye-min d'éloigner Kwang-ik, car il avait des comptes à régler avec cette personne. Donc il est toujours vivant depuis le temps, il est plutôt du genre à être tenace. Il a plutôt intérêt, vu le mal qu'ils se sont donné pour le fabriquer. Kwang ne comprenait pas, donc ils sont amis. Le terme qui conviendrait, c'est ennemis jurés. Alors Kwang-ik lui dit qu'il s'amuse bien. De son côté, il allait devoir faire une petite pause. À cet instant, une autre explosion s'est produite. Des agents armés jusqu'aux dents sont intervenus. Arrivé, il leur a demandé de tous les tuer. On informe que le président a vendu l'identité de son fils. Mais alors, n'était-il pas ami? Si c'est bien vrai, sa femme était en danger. On demande à ce qu'on rassemble tous les agents dans les environs pour se rendre dans la maison de Monsieur Yu. Sa femme était en danger. Concernant cette histoire de secret et de comment l'expliquer à sa femme, il verra ça plus tard. On lui dit de ne pas s'inquiéter, tout allait bien se passer. Mais il répond en disant évidemment que tout allait bien se passer, puisque s'il arrive quoi que ce soit à sa femme, il détruira ce pays. Tous mourront. Pas besoin de l'accompagner, il va s'occuper du reste. À partir de maintenant, il n'agit pas en tant que commandant des forces spéciales, mais en tant que mari. Alors que Kwang-ik se trouvait dans une situation délicate, Ye-min a voulu utiliser sa magie. Cependant, à chaque fois, cet homme essayait de l'arrêter. Alors Panda s'est jeté sur lui. Par la suite, a appelé Jong-ha. La cible avait été atteinte. Sauf que les balles ont rebondi en contact avec sa peau. En tirant, Jong-ha avait dévoilé sa position. Tout ça devenait intéressant. Il veut bien commencer avec lui. Avec sa force, il le retourne, mais instantanément après ça, il avait disparu. Par la suite, lui a donné un coup violent par le bas. À cet instant, il a demandé à Ye-min de terminer son incantation. Lorsqu'elle a fini son incantation, un bouclier s'est formé pour protéger Kwang-ik. Elle demande qu'on tue la mage au plus vite. Et toutes les armes avaient été redirigées vers eux. Ils étaient trop nombreux et elle savait que son bouclier ne pouvait pas tenir très longtemps. Kwang-ik a commencé à analyser la situation. Tous les agents présents étaient des pros. Le point positif dans l'histoire, c'est que Panda était bien plus fort qu'il ne l'aurait pensé. Cela va lui donner assez de temps pour récupérer. Alors il demande à Ye-min, pense-t-elle pouvoir les distraire pendant 10 secondes? A-t-il besoin qu'elle les aveugle? Dans ce cas, elle a utilisé un sort de brume. Suite à ça, Kwang-ik a sorti une lame, puis l'a plantée dans sa jambe. La douleur était atroce, mais cela était nécessaire. Le sort de Ye-min a été lancé, ce qui va les distraire pendant un instant. On demande à l'un des agents d'agir rapidement. Ce dernier va se jeter sur le bouclier, sauf que l'instant suivant, le bouclier s'est ouvert. Et malheureusement pour lui, il a été mis KO. Maintenant, ils peuvent passer aux choses sérieuses. Il ne pouvait pas agir et devait attendre que le brouillard se dissipe. À ce moment-là, elle n'arrivait pas à y croire. Il était toujours vivant et son système de régénération s'était activé. Cela faisait vraiment longtemps qu'il ne s'était pas vu réellement. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-elle si surprise? Elle lui demande qui est-il? Si elle veut savoir qui il est, on l'appelle le classe HM. Que les agents le descendent. Suite à cet ordre, ils ont dirigé leurs armes vers lui. Kwang-ik a utilisé l'agent qu'il avait neutralisé comme bouclier pour foncer vers eux et informe que s'il se demande ce que veut dire HN, cela veut dire qu'il est hors norme. Le bâtiment avait commencé à trembler. Les gens se demandaient si ce n'était pas un séisme. Inam était prêt à en découdre. Son camarade a voulu l'accompagner, mais il lui a demandé de rester derrière car avec son niveau, il ne ferait que le ralentir, qu'il ne l'oblige pas à le répéter. Sauf qu'alors qu'il se dirigeait vers la bataille, l'homme a sorti une arme et l'a dirigée vers lui. Il l'a remarqué au dernier moment, ce qui lui a permis d'esquiver la balle avant de le neutraliser en un instant. À terre, il dit « Immortel pour toujours, on meurt jamais ». Une personne arrive et lui demande s'il va bien. Il va le laisser faire le ménage. Donc comme ça, cette nouvelle recrue était un immortaliste. Il semble que les forces d'immortel se soient affaiblies. Son autre camarade qui était apparu pour savoir s'il allait bien est apparu derrière lui avec une batte. Mais ce dernier a été frappé par une autre personne. À terre, il le traite de pathétique sans mêler. Sans hésiter, il va lui briser le crâne. Cette personne qui venait de l'aider était le chef Onam. Il leur demande de tous faire attention. Ils étaient attaqués de l'extérieur comme de l'intérieur. Un autre est arrivé quelques instants après ça et a informé qu'un groupe terroriste est entré au
rez-de-chaussée. Ils occupent les issues de secours et les ont piégés dans la tour. Cela veut dire que les rez-de-chaussée sont condamnés. À l'heure actuelle, tous les employés de rang de chef sont appelés en renfort. Que les autres le suivent, ils vont libérer l'issue de secours. Mais l'homme informe que cela était inutile. Mais alors où vont-ils aller? Il y avait un passage plus rapide vers le rez-de-chaussée. Cependant, cela pourrait être un peu plus brutal. Au rez-de-chaussée, Kwang Ik faisait le ménage. Il semble avoir battu autant d'hommes à lui tout seul. Il n'y a rien à dire, il est vraiment un taré. Toutefois, cela était dommage pour lui. L'autre gamine était à bout de souffle et son camarade n'a pas tenu très longtemps. Alors elle va lui demander pour la dernière fois. Il les rejoigne et s'il accepte, ils vont tout arrêter. Dans ce cas, voici sa réponse. Il avait déjà une fille qui lui plaisait. Alors elle est bien gentille mais qu'elle dégage. À ce moment-là, le toit s'est fissuré. L'instant suivant, une puissance démentielle a tout dévasté sur son passage. Des armes spéciaux avaient été utilisées, gelant au passage les agents sur place. Elle ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. C'est alors qu'ils entendent une personne dire que lorsqu'on se retrouve sans issue, il suffit d'en créer une. Qu'ils se rendent gentiment. Elle demande à son maître que doivent-ils faire. Eh bien, pour cela, ça va être intéressant. Il éclate de rire et sa chair a commencé à changer. Des membres sont apparus. Sa taille avait complètement changé. C'était devenu une bête. Kwang Ik n'arrivait pas à y croire. Quel genre de métamorphe était-il? Un seul coup a dévasté la zone. À cet instant, Panda s'est réveillé. Il n'aimait pas vraiment tout ça. Il fut un temps où il était un cobaye de Prométhée. L'expérience était sur l'idée de vouloir créer un mélange entre un métamorphe et un immortel. Leurs savants fous ont fait couler 200 dans ses veines. Mais puisque le mélange des deux hémoglobines causait des effets secondaires, il était un vrai monstre assoiffé de violence dont les supérieurs se servaient pour s'entraîner. Et un jour, il est tombé sur un homme portant le nom de Lee Jong-bong. Il était complètement différent des autres. Et ce jour-là, il lui avait demandé s'il était déjà sorti de cette cage. Il voulait qu'il vienne avec lui au lieu de rester ici à servir de chien de combat. Et vu qu'il n'était pas très social, il attendait une réponse. Il allait rester dans ces lieux et crever dans cette cage. C'est comme ça qu'il l'a suivi, mais lorsqu'il est sorti, il voulait juste reprendre ses esprits, reprendre des forces et par la suite le tuer avant de partir. Mais un jour, Lee Jong-bong est revenu le voir et lui a apporté un manga. Cette nuit-là, il a pleuré comme il ne l'avait jamais fait auparavant. La découverte des mangas avait changé sa vie et il était devenu plus heureux. Alors cela l'emmerde de devoir faire revenir la bête qu'il a été jadis. Putain de crocodile de merde. Il l'aura voulu. S'il ne peut pas se transformer en Super Saiyan, alors il va sortir quelque chose de costaud. Les larmes aux yeux, il voyait les bons moments avec ses amis. Les moments passés avec Kwang Ik à jouer au jeu. Il s'est rappelé du jour où le chef Lee est venu changer sa vie. Il ne savait pas pourquoi, mais à ce moment-là, il voulait juste aller mater un anime. Mais avant de le faire, il allait devoir bouffer du Lacoste. Un combat va débuter entre les deux monstres. Il attendait qu'il se transforme depuis le début, mais il semble avoir oublié une chose. Du temps où il faisait le chien de combat, il n'a jamais pu le battre, ne serait-ce qu'une seule fois. Panda a voulu l'attaquer par derrière. Seulement toutes ses attaques étaient anticipées. Le coup a été si violent qu'il a été propulsé en arrière. Il faut croire qu'il ressent la douleur, même sous la forme bestiale. Il n'est qu'un misérable insecte de cobaye de merde. Sans hésiter, Panda va encore une fois foncer sur lui. Et pendant ce temps, Kwang Ik a demandé à Kinam s'il n'avait pas un snake planqué quelque part. L'a-t-il pris pour une confiserie? Qu'il arrête de déconner et qu'il lui donne maintenant. La situation était bien pire que ce qu'il avait pensé. Ces deux-là qui s'affrontaient ont peut-être l'air égaux à première vue, mais c'est loin d'être le cas. Les attaques du chef Panda étaient juste de la force brute. Cela manquait énormément de technique. À cet instant, les renforts sont arrivés, ce qui lui laisse le temps de récupérer. Après avoir récupéré, il a dit à Kinam qu'il était temps de se séparer. Où allait-il? Si Panda perd, ils sont foutus. Il allait lui filer un coup de main. Alors avant de partir, il lui a dit qu'il comptait sur lui pour s'occuper du reste. À cet instant, une explosion s'est
produite. Après avoir vu cela, son attitude a complètement changé. La raison est que les renforts ennemis venaient d'arriver. Sans attendre, ils vont entamer le combat. Onam est intervenu pour le neutraliser avec son arme magique. Avec lui étaient venus les renforts, que tout le monde se mette en formation défensive, qu'ils gardent leur position. En partant, il a dit à Onam qu'il comptait sur lui. Mais Onam le met en garde. S'il s'approche, il pourrait y rester. Ce qui inquiétait Kwang Ik était l'état de Panda. Et il se demandait si les effets de son côté immortel s'étaient affaiblis une fois transformé. Il semble qu'il ne se régénère plus. À cet instant, il ne pouvait pas se contenter que de le regarder. Mais il n'arrivait pas à comprendre pourquoi son corps était figé. Elle lui remercie. Il est rentré gentiment dans sa ligne de mire. Ça doit être son pouvoir. Mais est-ce de la télékinésie ou de la télépathie? Elle l'avait pourtant bien prévenu qu'il allait regretter sa décision. En fait, il se souvient bien des paroles, mais il ne se rappelle pas des aboiements. À cet instant, elle l'a informé qu'ils avaient tué sa mère. Était-il sûr de vouloir toujours faire le malin? Elle lui a aussi fait savoir que tout cela avait été organisé avec l'accord du président Nam Myung-jin. Ce dernier leur avait donné ses coordonnées et ils savent où habitent ses parents. Chez lui, Mayun était assis sur le canapé. Il attendait la mère de Kwang Ik. Tout avait été planifié pour la tuer. En temps normal, il se serait contenté d'envoyer un message ou une personne. Mais il était certain qu'on enverrait des hommes dans ces lieux pour protéger sa mère. C'est pourquoi il a préféré s'en occuper en personne. C'est alors qu'il a remarqué quelque chose. Il semble que la mère de Kwang Ik était arrivée. Alors il dit à Kwang Ik qu'il se prépare à goûter au désespoir. Sauf qu'avant d'ouvrir la porte, elle a reçu l'appel de son mari. Ce dernier lui demande si elle était à la maison. Elle était sur le point de rentrer. Alors il lui demande d'aller chez la mère de Yemin. Elle veut savoir ce qui se passe, qu'elle ne pose pas de questions. Il lui donnera des explications plus tard. Sauf qu'il était bien trop tard. Mayun dans l'ombre a agi pour la tuer. Seulement son attaque n'avait pas fonctionné. Il demande à sa femme ce qui se passe et Mayun ne comprenait pas. Comment avait-elle fait? Elle jette le téléphone puis lui demande qui l'avait envoyé. Une organisation secrète, un client privé. Elle est pourtant certaine que son père garde les informations à son sujet top secret. Alors comment a-t-il su qui elle était? Il ne répond pas. Puis lui demande qui est-elle? Est-elle une humaine? Pour elle, cela n'avait aucune importance. Elle allait d'abord le massacrer et après, ils pourront discuter. Malheureusement pour lui, il avait choisi la mauvaise maison et la mauvaise personne à attaquer. Son agilité n'avait aucun sens. Il ne pouvait qu'encaisser et sa force dépassait la raison. Un seul coup l'a envoyé valser. Il ne bougeait plus, ce qui l'a surprise. Alors elle demande déjà, il venait à peine de commencer. Elle ne s'est même pas encore échauffée et voilà qu'il dort. On l'informe qu'ils sont arrivés. Il allait lancer la corde afin qu'ils puissent descendre. Mais pour lui, cela n'était pas nécessaire. Il a brisé la fenêtre avant d'entrer. Hélas, il était arrivé en retard. Du sang recouvrait le sol et les murs. Mais au même moment, il entendait du bruit. Une personne qui frappait sur quelque chose. Pensant que c'était sa femme qui se faisait massacrer, il est parti voir. Mais quelle fut sa surprise de trouver sa femme en train de battre à mort l'homme qui s'est infiltré chez eux. En voyant son mari, elle a été aussi surprise. Car elle ne s'attendait pas à le voir débarquer comme ça. La seule chose qu'il avait ressentie à ce moment-là était du soulagement. À cet instant, il a remercié Dieu de lui avoir donné une femme capable de se défendre. De son côté, elle était perturbée. Car ce mari, de ce qu'elle savait, c'était un haut fonctionnaire qui était souvent en déplacement. Mais à cet instant, sur lui, elle pouvait sentir l'odeur distincte de plusieurs lames et autres équipements. Ses mains sentaient le cuir. À cet instant, une femme a débarqué avec une arme pour savoir s'il allait bien. Sauf qu'elle est arrivée en retard et avait fait une erreur. Elle pouvait sentir l'aura meurtrière de sa femme. Elle aimerait savoir pourquoi cette femme l'appelle par son prénom Yeon-ho. Non, ce n'est pas ce qu'elle croit. Il peut tout expliquer. Il se retourne et lui dit « Hé toi, depuis quand on appelle son boss par son prénom? Un peu de respect. » Il aimerait savoir, est-ce que c'est elle qui a fait tout ça? Il serait peut-être temps pour eux de discuter. Il demande aux autres de tous partir. Pour commencer, il aimerait qu'elle ne panique pas, car pour tout lui dire, il est un immortel. Un immortel? Il est vraiment désolé de lui avoir caché la vérité et il peut comprendre sa colère car de ce point de vue, il n'avait aucune excuse. Depuis tout ce temps, il avait peur de la perdre.
Il aimait leur chamaillerie. Il était heureux rien qu'en se promenant avec elle, manger ensemble, voire tout simplement discuter. Chaque minute passée avec elle était un bonheur précieux qu'il ne pouvait pas gaspiller. Sa grande peur était qu'elle découvre la vérité sur sa véritable nature et l'abandonne. Il avait peur de briser ce bonheur qu'était leur vie. Alors il lui présente ses excuses car il était vraiment désolé. Pour être honnête avec lui, elle avait une confession à lui faire. Son père travaillait chez Excuracy et sa véritable nature est qu'elle est une métamorphe. Il savait que cela a dû être dur pour elle de garder ce secret durant tout ce temps. Alors il dit à sa femme que ce n'était pas un problème. La seule chose qu'il espérait, c'est qu'elle ne l'abandonne pas. Avant ça, il y a une chose de la plus haute importance qu'elle doit comprendre. C'est qu'il a garce qui s'est permise d'être familière avec son homme. Ah ça, c'est juste une collègue de travail. C'est vraiment personne. À cet instant, Mayu n'avait eu le temps de se régénérer car pour rappel, c'est un immortel. Il a utilisé un sérum de renforcement physique illégal conçu par Prométhée. Par la suite, a lancé la lame vers eux. L'atteindre n'était pas une chose facile. Il ne comprenait pas comment pouvait-il avoir de l'équipement psychique. À cet instant, sa femme est passée devant lui avant de lui donner un coup si violent qu'il a été planté dans le sol. Alors elle aimerait savoir, cet homme est-il venu pour lui? Non, d'après ce qu'il sait, cet homme était venu pour leur fils Kwang-ik. Elle aimerait savoir où se trouve-t-il à l'heure actuelle. Il a demandé à son unité d'apporter l'hélico. Leur direction sera Warim. Il semblerait que sa femme ne soit pas une personne ordinaire. Eh bien, c'est ce qu'on dirait. Il y a intérêt à se tenir à carreau devant elle. Il ne bouge pas. Ce périmètre était protégé par les forces spéciales immortelles. Il était temps, enfin, ils sont arrivés. Il semble que les forces spéciales immortelles se la coulent douce ces derniers temps. Mais qui sont-ils? Ils sont Phoenix, membres de l'unité spéciale de sécurité. Ailleurs, la situation pour Kwang-ik était plutôt délicate. De ce qu'elle venait de dire, le président Nam Myong-jin a passé un marché avec eux en utilisant ces informations. Elle lui demande pourquoi est-il choqué. Il n'avait qu'à ne pas dépasser les bornes. D'ailleurs, c'est la raison qui a poussé le président Nam à passer un marché avec eux. Il était temps d'en finir. Il fasse rapidement ses prières. L'instant suivant, ces hommes ont été découpés en petits morceaux. On penserait à première vue que c'est Wolverine, mais il s'avère que c'était son professeur immortel. Cela fait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Mais alors comment était-il arrivé là? En chemin, il avait croisé le chef Lee et les deux hommes avaient décidé de venir ensemble. Il a vraiment fait du beau boulot. Jusqu'à maintenant, il reconnaît qu'il s'est bien défendu. Et de ce qu'il voit, cette andouille a fini sous cette forme. Qu'est-ce qu'il fout qu'il les bute? L'instant qui a suivi l'ordre, sans réfléchir, ils ont fait l'erreur d'attaquer le chef Lee. Suite à ça, leur corps a été découpé en petits morceaux. Comment peuvent-ils penser pouvoir rentrer chez lui sans conséquence? Mais alors où était le chef Lee durant tout ce temps? 1 heure avant, il était à l'aéroport d'Incheon. À la base, il devait intervenir pour une mission. La cible était un adepte haut placé dans le culte immortaliste. Il devait inspecter les lieux pour trouver la cible. Sauf qu'une personne s'est présentée à eux pour présenter ses excuses, car la personne qu'il recherchait n'était jamais montée à bord de l'avion, bien que ses affaires étaient là. Ce qui n'avait aucun sens. Comment avait-il fait pour disparaître? Qu'est-ce que tout cela voulait dire? L'un des agents présents l'avait alerté sur une urgence. Le siège avait été attaqué. Non seulement la cible s'était enfuie, mais en plus de ça, on les avait attaqués au même moment. La personne qui les avait prévenus concernant la cible, c'était le président Nam Myong-jin. Mais alors, avait-il fait exprès de l'éloigner des bureaux? À cet instant, il avait pris la décision de retourner au siège. Peu après ça, rappelez-vous, la position de Jong-ha avait été dévoilée une fois qu'elle avait tiré sur la cible. Depuis lors, elle s'est retrouvée à devoir combattre des métamorphes. Le problème, c'est qu'ils étaient nombreux et les balles n'étaient pas infinies. À ses côtés se trouvait Miho et avec le temps, il ne lui restait que 3 chargeurs. Leur but était de gagner du temps, mais ils n'allaient plus pouvoir le faire. C'est à ce moment-là qu'est apparu le chef Lee. En un instant, il en a fait des morceaux de viande. Par la suite, les a félicités pour avoir pu tenir aussi longtemps. Après ça, il leur a demandé quelle était la situation. On l'a informé que Prométhée était